Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lyon Politique. Décryptons ensemble l'actualité lyonnaise de la semaine et autour de la table aujourd'hui, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa et le politologue Romain Blachier. Bonjour messieurs. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, les commerçants lyonnais, la situation à Rieux-la-Pape et le cas Nathalie Perrin-Gilbert. On commence avec un événement très attendu puisqu'annoncé en mars dernier, qui s'est tenu finalement ce lundi, les assises du commerce et de l'artisanat à l'hôtel de ville de Lyon. Les commerçants étaient invités à venir participer à des ateliers pour trouver des solutions face à la crise économique, notamment en centre-ville, et anticiper les craintes qui sont soulevées par le projet Presqu'île à vivre. Bon, cette journée n'a pas encore accouché de propositions fortes. D'ailleurs, la mairie n'a pas communiqué du tout après les assises. Le collectif des défenseurs de Lyon, lui, a évoqué, je cite, un manque criant de contenu et d'intérêt réel pour les problématiques de la réalité quotidienne des commerçants. Alors autour de la table, est-ce qu'on peut dire que Grégory Doucet a condamné la presqu'île telle qu'on la connaissait jusqu'à présent? Romain. Je ne sais pas si on peut résumer le commerce à la presqu'île, parce qu'il y avait des commerçants de Vèze aussi qui étaient présents à cette assemblée. Il y a un problème de commerce global, de proximité dans cette ville depuis des années. C'est-à-dire que déjà, les grandes enseignes, les promesses des Verts, c'était de développer le commerce local, de développer les filières locales, de développer les marchés locaux. Quand on prend les études de la Chambre de commerce ou les chiffres de la ville de Lyon, donc c'est pas Nazi Magazine qui invente ça, c'est vraiment quelque chose qui est de la source officielle et qui est de la source officielle de la majorité municipale, on se retrouve avec une baisse des commerces indépendants et avec des marchés ambulants qui sont vraiment en régression de plus en plus forte, y compris lorsqu'il y a des alertes qui sont formulées. Par exemple, je ne sais plus moi, à titre personnel, j'ai formulé plusieurs fois la demande que le marché de la Duchère soit rénové. Ce qui m'a été répondu par la mairie, c'était globalement que le marché de la Duchère, il était bien comme ça, alors que le nombre de personnes qui y vont est en réduction, le nombre de commerçants est en réduction, et la qualité des produits proposés n'est pas la même du tout que ce qu'on peut trouver ailleurs, y compris d'ailleurs les nouvelles populations de la Duchère n'y vont même pas, elles préfèrent plutôt aller à Écully ou ailleurs. Sur le commerce également, vous trouvez dans un certain nombre de rues commerçantes, la grande rue de Vèze, on se retrouve avec 4 à 5 fermetures de commerce dans les mois qui viennent. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est un peu tard. Après, l'intention, elle est bonne. Je veux dire, essayer de prendre à bras-le-corps la question, mais qu'est-ce qui va sortir de ces choses-là? Parce que vraiment, pour le coup, le commerce indépendant, il a pris dans la gueule de manière assez énorme ces dernières années. C'est pas lié qu'au stationnement. Par contre, très souvent, on nous explique, regardez, le problème du stationnement, c'est que le fait d'interdire le stationnement, ça détruit le commerce. C'est loin d'être lié à ça, mais il y a effectivement un besoin de rénovation du commerce qui soit sédentaire et non sédentaire. Et c'est vrai que c'est un peu tard pour le prendre. Après, il faut espérer que ces assises vont laisser place à des choses très concrètes. Farid. Maintenant, je sais, elle sert à quoi, Camille Auger? Je me posais toujours la question. Je me dis, elle sert à quoi? Bon, c'est pour organiser les assises du commerce et de l'artisanat. C'est l'adjointe au maire de Lyon chargée du commerce. Ouais, chargée du commerce. Je ne savais pas jusque-là. Donc maintenant, je suis au courant. Donc elle a fait son truc. C'est bien. Ils ont pu manger à l'œil. Bon, il n'y a pas d'hamburger, a priori, c'est pas leur délire. À côté de ça, ça a permis de rapporter pas mal d'argent à toutes les associations qui l'ont organisé. Mais après, est-ce qu'il y aura un intérêt pour l'artisanat et les entreprises? Je ne pense pas. Vu les premiers retours qu'il y a, c'était plutôt assez dirigé. Il n'y a pas de grandes idées qui vont en sortir. Quoi qu'il en soit, ces pauvres élus locaux, ils s'attaquent à des conséquences sans s'attaquer à la cause. Donc ils n'y arriveront pas. Il y a un mouvement qui est en train de se faire. La ghettoisation des quartiers à Vénissieux, ça se fait aussi. Il y a la ghettoisation des quartiers qui font que maintenant, il y a des snacks et des coiffeurs à 10 balles, Psertec beau gosse. À Lyon, maintenant, on se retrouve avec des trucs quinoa. J'ai vu un truc de fou, un kebab vegan. Ça, c'est des trucs. Voilà, c'est en train de se former. Il y a une nouvelle population qui est arrivée, qui est un peu bobo. Les commerces, ils vont se tourner vers ces gens-là, qui viennent en vélo, qui n'achètent pas qu'ils achètent des baskets Vega ou je sais pas quoi, les grands les petits artisans locaux, etc. Il y a moins. Je ne sais pas comment c'est en train de tourner. J'ai vu par contre que c'est bien dirigé. Ce matin, je regardais un post de Franck Lévy, un élu du 8e arrondissement. Oui. Élu d'opposition. Oui, qui n'est pas écologiste. Je le connais un petit peu via nos ghettos parce qu'il y participe. Je ne savais même pas qu'il était de gauche ou de droite. Bon, j'ai vu qu'il était. Il était de gauche, maintenant il est passé plus au centre droit. Ouais, je n'ai pas suivi le truc, mais il se plaignait parce qu'ils font aussi des assises, en fait, eux, dans le 8e arrondissement pour améliorer le commerce. Mais
les élus d'opposition ne sont pas invités, il n'y a que les élus de la majorité. Donc on n'est pas prêt de faire avancer le schmilblick s'ils se discutent qu'entre eux. Et moi je discutais aussi dans le 8e, parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec le marché des États-Unis. Le marché des États-Unis, c'est vraiment compliqué. Et moi j'ai des amis à moi qui ont des stands là-bas sur le marché, et à 1h, quand ils sont quand même en train de vendre et que ça continue à tourner, il y a les policiers municipaux qui leur demandent de partir rapidement, puisqu'il y a le marché sauvage qui arrive derrière et qui ne veulent pas de conflit entre eux. C'est-à-dire on a là une police qui est là pour interdire à des gens qui payent leur place, etc., de vendre pour laisser des délinquants s'installer derrière. J'oublie un truc, avant que, sans vouloir prendre la parole à Raphaël, j'ai oublié de rajouter un truc, c'est aussi la question du commerce, c'est la question des sociétés d'économie mixte, et c'est un sujet qui touche tant le 9e arrondissement d'ailleurs que Vénissieux. On n'a pas fait attention à un truc, mais c'est la même société d'économie mixte qui gère la question du supermarché des Minguettes, Sempat, c'est ça ? la Sempat, et qui gère aussi une bonne partie des fonds de commerce de la Duchère. Dans les deux cas, là, on nous parle d'un certain nombre de choses, de préemption, par exemple, comme ça peut se dérouler dans certaines communes, ou par exemple à la Guillotière, et sur des choses qui dépendent directement de la métropole, qui sont un outil qui sont présidés par la première vice-présidente au commerce et à l'économie, Emeline Baum, eh ben, on n'arrive pas à ce que la SEMPAD joue son rôle d'aménageur en diversifiant les commerces. Et là, c'est un véritable échec, par contre, en matière commerciale. C'est pas la ville, c'est la métropole, mais la métropole n'utilise même pas ses propres outils, n'utilise même pas les fois où elle est propriétaire pour essayer d'orienter une diversification du commerce. Je donne un seul exemple. Il y a eu 5 préemptions à Vénissieux Centre, donc un pâtissier. Moi, j'ai été préempté moi-même, je voulais installer un cabinet médical. Ben, sur les 5 locaux, les 5 sont vides. Et ça fait 2-3 ans. C'est-à-dire que leur préemption, ils l'ont utilisée pour virer des commerces qui tournaient et laisser vide. Mais c'est fou de préempter, et quand on a soi-même même pas besoin de préempter, on n'utilise pas l'outil nécessaire. Raphaël. Non, mais deux choses. D'abord, sur les assises, vous avez cité un collectif qu'on recevra d'ailleurs la semaine prochaine, mais qui n'est pas forcément le collectif le plus représentatif des commerçants, puisque c'est Mike Presqu'île qui incarne, qui est plus énervé, qui est plus en colère. Mais le collectif principal qui représente 550 commerçants, je crois, était plutôt content de la tenue de ces assises. Et après, j'entends qu'on soit toujours dans le procès d'intention, mais en tout cas, ils ont annoncé clairement que c'était le moment de l'échange et que ce serait au printemps qu'ils feraient leurs propositions. Donc on verra. La situation actuelle, on peut dire qu'ils réagissent trop tard, mais elle ne vient pas de nulle part. Pendant des années, Gérard Collomb était convaincu que pour être une ville attractive qui compte, il fallait qu'il y ait les mêmes enseignes à Lyon qu'on pouvait trouver ailleurs. À Barcelone. On trouvait qu'au centre-ville, on manquait de ces grandes enseignes nationales et que c'était le symbole d'une attractivité de les avoir. C'est avec ces arguments-là qu'aussi ils ont fait justifier un peu de faire des centres commerciaux, que ce soit celui dans la Presqu'île, c'est quand même celui de Confluence, mais aussi celui de Grelais, la vente de l'Hôtel-Dieu, puis la vente à des fonds de pension, des fonds de commerce de Grelais qui ont été derrière tous les commerces indépendants qui étaient rue de Grelais ont été chassés. Et puis ça a mis des années de vide avant de mettre qu'on ait aujourd'hui des grandes enseignes. Donc on a des grandes enseignes, le Paris de Collomb. Mais ça a encore augmenté depuis 3-4 ans. Là, c'est plus Gérard Collomb. Et ça a encore augmenté, sans qu'il y ait de la moindre mesure. Les dynamiques, quand vous avez vendu l'essentiel de vos fonds de commerce. Oui, mais il n'y a pas que la Presqu'île. De la rue Grelais. Oui, mais il n'y a pas que la Presqu'île. À Lyon, il y a d'autres quartiers que la Presqu'île. On parlait de la Presqu'île. Non, moi j'ai dit, justement, les assises de commerce, elles concernaient tout Lyon. D'accord. J'ai le droit de parler de la Presqu'île. Bien sûr, d'accord, mais. Non, mais c'est-à-dire que quand il y a. Parler des collectifs. Les fermetures à Vèze, c'est pas ça. Oui, non, mais je ne le dis pas, parler de Vèze. Mais juste pour finir une idée sur la Presqu'île, quand vous avez des fonds de pension qui gèrent votre surface commerciale, on dit que la Presqu'île de Lyon, c'est un des principaux centres commerciaux à ciel ouvert de France. Quand c'est géré par des fonds de pension qui font monter les prix, évidemment, il n'y a plus que des grandes enseignes internationales qui peuvent venir. C'était le rêve de Gérard Collomb, c'est clairement pas celui des écologistes, en tout cas ils n'ont pas été élus sur ce mandat-là, mais à verser, c'est pas facile, je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent.
De facto, le nombre de grandes enseignes, que ce soit en presqu'île, où là, par contre, je suis complètement d'accord avec vous, c'est-à-dire la question des fonds de pension, elle fait que c'est très très difficile à renverser. Ça, c'est vrai. Par contre, que sur la métropole et sur les autres quartiers de Lyon, le commerce indépendant et les grandes enseignes, et là, c'est pas les fonds de pension, est vachement augmenté sous ce mandat-là, c'est aussi une réalité. Ça, c'est un échec pour le moment de là-dessus. Après, c'est bien qu'il y ait eu ces assises-là de toute façon, parce que si ça peut permettre éventuellement de régler un certain nombre de problèmes. Moi, les associations de commerçants que j'ai vues, effectivement, avaient l'air plutôt contentes d'avoir été écoutées. Après, elles sont très, très sceptiques sur le fait des solutions qui vont sortir ensuite. Elles ne le savent pas encore. Elles disent, effectivement, les solutions ne sont pas encore sorties, mais elles se disent, qu'est-ce qui va en sortir? Elles ont un doute pour le moment. J'espère que ce doute sera levé. Mais alors, simplement pour conclure sur le sujet, vous disiez tout à l'heure que la métropole, les écologistes ont les outils pour, en tout cas, enrayer ce cercle infernal. On les outils. Pourquoi ils ne les utilisent pas? Alors, on les outils, ça dépend. Sur quelques cas. Là, j'ai cité effectivement le cas la majeure partie des fonciers commerciaux de la Duchère, d'une partie des fonciers des Minguettes. Il y a aussi cette société, elle existe aussi à d'autres endroits. Effectivement, moi, je trouve ça surprenant qu'ils ne l'utilisent pas, alors que là, pour le coup, c'est assez simple. Autant je suis complètement d'accord, l'inversion des fonds de pension sur la presqu'île, c'est très très difficile au niveau d'une collectivité. Autant là, pour la Ségapam, je ne comprends pas du tout pourquoi il n'y a pas un volontarisme de le faire, de choisir un certain nombre de choses. Parce que là, pour le coup, on peut orienter, aller chercher des gens, aller chercher des porteurs de projets, et c'est un travail qui me semble pas fait. Boulot. Oui, mais globalement, il y a des moyens dans cette société-là pour le faire. Il y a quand même un peu, il y a des élus, mais il y a aussi des services, il y a un directeur, enfin voilà. Et il y a plusieurs dossiers sur lesquels on se rend compte que le travail, il n'est pas forcément fait, alors que vraiment, on a des quartiers où on aurait besoin de le faire. Là, vous avez des nouveaux habitants à la Duchère qui, par exemple, ne trouvent pas forcément des commerces adaptés, et sans forcément vouloir jouer à SimCity, il ne faut pas exagérer non plus, on n'a pas aller chercher des porteurs de projets, ça se fait. Moi, je me souviens, il y a des périodes ou des communes ou des endroits dans lesquels on essaye de faire ce travail, même si, encore une fois, un commerce, ça ne se décrète pas tout seul. Oui, mais après, c'est utilisé politiquement aussi. Parce que les préemptions sur Vénissieux, ça s'est mis en place que quand des élus d'opposition voulaient acheter des commerces ou revendre leurs commerces, comme moi ou Alexandre Daléry qui était de l'opposition. Les deux, la préemption existe depuis 2014. Il n'y a jamais eu aucune préemption. Il suffit que j'achète un commerce pour que la préemption se remette en marche. Donc voilà, si on utilise aussi des outils financiers pour faire de la politique, on n'est pas dirigé dans l'idée de faire marcher le commerce et de le rendre attractif pour les habitants. Et après, on est dans un monde capitaliste. On est dans moi, je parle que de Vénissieux. Après, sur Vénissieux, on a la population la plus pauvre, la plus paupérisée, avec des difficultés financières. C'est pas là où ils vont vendre du quinoa. Et donc, ça va être difficile sans réduire les écolos au quinoa, mais enfin, quand même, mais là, aujourd'hui, on a 50 000 habitants qui n'ont pas de supermarché. Casino vient de fermer le 7 octobre. Oui, Netto est fermé en bas de Vénissieux. On vient d'apprendre qu'il y a 1 million d'euros de travaux qui doivent être mis en place pour pouvoir le réouvrir. Ça veut dire qu'il ne va jamais réouvrir. Donc, on n'a plus de supermarché. Il faut simplement vous dire, 50 000 habitants, il n'y a plus de supermarché. Villefranche, c'est plus grand que Villefranche et Anse réunis. Et on n'a pas de supermarché. Il faut arrêter au bout d'un moment. Je suis d'accord. Allez, partons à Rieux-la-Pape, qui a été touché par 2 nuits de violences urbaines la semaine dernière et suite au guet-apens qui avait été tendu à 2 bus TCL qui ont été incendiés par des groupes de jeunes. Bruno Bernard a décidé de priver le quartier de la Velette de bus jusqu'au lundi 11 novembre, soit plus d'une semaine qui a évidemment handicapé le quotidien de milliers d'habitants. Le maire Alexandre Vincendet était furieux, il a fait un recours devant le tribunal administratif. Alors Bruno Bernard a évité que les conducteurs de bus exercent leur droit de retrait, comme c'est souvent le cas lorsqu'il y a des agressions ou des faits aussi graves. A-t-il eu raison de sanctionner ainsi tout un quartier, Farid? Ah non. À Villeurbanne, quand on brûle un bus, il n'y a rien qui se passe. Mais à Villeurbanne, c'est dans la majorité de Bruno Bernard, les écolos. On ne va pas s'en prendre aux habitants qui sont en face d'eux. Par contre, Rieux-la-Pape, Vincendet, c'est pas son copain. C'est peut-être son futur concurrent pour 2026. Alors là, c'est punition. On prend tous les habitants et double punition. Hop, vous avez plus de bus. Et en plus, vous avez droit à la violence et les agressions sans véritable aide de la métropole. Non, mais c'est n'importe quoi. On ne peut pas prendre en otage autant de population. On peut avoir des solutions, on peut décaler, on peut mettre de la police métropolitaine. Pourquoi ils n'ont jamais fait de police métropolitaine dans les transports en commun? C'est bien de mettre des caméras. Ça sert à quoi les caméras? Mon frère, il est chauffeur TCL. Il s'est fait agresser quand il appuie sur le bouton et personne qui est venu. Personne qui est venu. Par contre, il s'est fait poursuivre après par le Citral parce que il a mis trop de temps. Il voulait pas traverser un endroit où il y avait des attaques. Et ils lui ont dit, oui, mais vous avez gêné la circulation. Là, il est suspendu pour ça. C'est ça le Citral.
Ils disent qu'ils ne veulent pas mettre en danger leurs chauffeurs, mais c'est quand ça les arrange. Hein. Et c'est dans les quartiers que ça les arrange, parce que ça s'est passé en centre-ville. À Rieux-la-Pape, il leur a dit, mais t'as bien fait, il ne faut pas y aller dans ces gens-là. Moi, à Vénissieux, il y a une pierre sur un tramway, il n'y a plus de transport en commun pour tous les habitants sur 22 000 personnes. Non, au bout d'un moment, si on ne met pas les moyens pour la sécurisation, il n'y a pas les caméras, il n'y a pas la police. Vénissieux. Ils en mettent des caméras dans les transports en commun. Comment ? Ils en mettent des transports. Oui, elles servent à quoi ? S'il n'y a personne derrière pour venir. Moi, je veux bien, mais moi, 50 caméras à l'intérieur. Moi, je les ai vues. D'accord ? Moi, j'ai vu des agressions, j'ai pas vu personne arriver. Hein. Ça met du temps. Si, à Vénissieux, il y a eu des agressions. Crois-moi que s'il n'y a pas les habitants qui sont sur place, ça dégénère. Parce qu'on ne voit personne arriver. Ça dépend dans le lieu. Parce que même la police, pour venir, elle attend la police. Moi, je l'ai vécu. La police municipale qui ne voulait pas intervenir tant que la police nationale n'était pas là. Alors, tout le monde s'attend et personne ne vient. On met des populations complètement. Vénissieux, c'est 30 policiers municipaux. C'est quasiment 130 à Saint-Priest. Vénissieux, c'est 160 caméras, sans CSU, sans personne derrière les caméras. Dans la journée, c'est 480 à Saint-Priest. C'est quoi l'histoire ? C'est-à-dire qu'il y a des populations qui sont... Parler de la ville de Vénissieux. Après, oui, mais Rieux-la-Pape, Vénissieux, c'est le même truc. C'est-à-dire si ça ne se passe pas en centre-ville et qu'on ne peut pas se promener en vélo, c'est simple, c'est pas possible. Donc ça ne peut pas marcher chez nous. Donc il faut arrêter au bout d'un moment. Vénissieux, on n'a pas les mêmes moyens. D'accord ? D'accord, on va se mettre au vélo électrique, on va se mettre à la voiture électrique. Il n'y a pas une borne. Il n'y a pas une borne. Au bout d'un moment, on est dans l'abandon. Mais quelle caricature ? Moi, je te donne des faits. Donne-moi des faits. Je peux répondre ? Bah vas-y. Parce que moi, je comprends la colère. Arrêter les transports en commun sur le quartier de Rieux-la-Pape, c'est pas défendable, quoi qu'il arrive. Je veux pas dire, peut-être que Bruno Bernard n'a pas vraiment le choix dans cette histoire-là, puisque les syndicalistes, la CGT avait annoncé qu'ils le feraient, donc c'est une manière de reprendre la main. C'est peut-être le moyen de faire en sorte que ça dure moins longtemps. Et que ça concerne un territoire plus petit aussi, parce que le droit de retrait peut être exercé sur toute l'agglomération. Complètement. On parlait de le faire sur l'ensemble de l'agglomération. Je ne sais pas s'il l'aurait fait. Mais donc le chantage, ça marche. Mais peut-être que ça aurait été souhaitable, parce que quand on est sur des quartiers populaires comme cela, où en réalité, pour beaucoup de gens, en fait, il n'y a pas d'alternative au transport en commun. C'est-à-dire que pour le coup, Rieux-la-Pape, Ville-Nouvelle, on est quand même sur la colline, on est quand même relativement loin du centre-ville. Et le faire à pied, c'est pas possible. Le faire à vélo, c'est quand même vraiment loin. Et puis, et beaucoup de gens dans ces quartiers-là n'ont pas forcément de voiture non plus, puisqu'on est quand même sur des zones très, des immeubles sont. Et quand on a des voitures, on peut plus rouler avec parce qu'ils ont mis des critères maintenant, les écologistes. Moi, je pense, son argumentation, peut-être qu'il n'y avait pas le choix, etc. Mais je pense que c'est une crise. En fait, ça devrait être effectivement une crise majeure de l'agglomération. Et donc, plutôt assumer un conflit où il n'y a pas un seul transport en commun dans la ville, pourquoi pas, si ça permet de dire aussi aux habitants de Rieux qu'en fait, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de transport en commun sur une période donnée dans une ville comme Rieux-la-Pape. Ça rappelle de très mauvais souvenirs dans l'agglomération. Je rappelle que les réseaux de transport en commun à Lyon, ils sont construits. Les lignes fortes de métro sont construites en évitant tous ces quartiers les plus populaires. Il n'y a toujours pas de ligne forte sur Rieux-la-Pape, mais pendant longtemps, quand il y avait des problèmes dans les banlieues, c'était le cas à Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, c'est une île, il y a 4 ponts pour aller à Vaux-en-Velin. Quand il y avait les émeutes urbaines, on coupait les ponts, les bus ne passaient plus et la population ne pouvait plus sortir. Donc, il y a cette mémoire-là dans cette ville de laisser les quartiers populaires dans leur coin. Du coup, les gens ne peuvent pas aller bosser. On est quand même dans une situation, moi, je trouve, grave. Et pour les écologistes qui veulent défendre les transports en commun, je pense qu'il ferait mieux d'assumer une vraie crise là, quitte à ce que tous les habitants de l'agglomération en payent le prix, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que ceux de Rieux qui le payent. Romain. Moi, je suis globalement assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que là, on est dans une vraie assignation à résidence lorsqu'il n'y a plus de transport en commun dans ces quartiers, que effectivement, je pense que Bruno Bernard avait très peu le choix. Il y avait, pour avoir parlé avec les syndicalistes des transports en commun, on aurait risqué un droit de retrait beaucoup plus général sur l'agglomération. Et ce serait peut-être pas plus mal. Par contre, c'est là où j'ai un désaccord. Je pense que je suis pas sûr que ça aurait été une bonne idée, mais effectivement, arriver à traiter cette situation-là n'est pas simple, parce qu'il y a la question des syndicats qui, effectivement, ont légitimement des inquiétudes. Hein. C'est quand même pas normal de se faire caillasser pendant qu'on est en train de travailler. Et puis, ils sont effectivement victimes de choix, mais qui datent d'il y a très, 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 très longtemps. Celle de mettre pas d'axe, de transport lourd. Et justement, d'ailleurs, le paradoxe, c'est que c'est les transports lourds dans lesquels les chauffeurs sont les mieux protégés. C'est-à-dire avec une cabine, avec un certain nombre de choses comme ça.
et qu'on envoie dans les quartiers où ça peut être le plus exposé des bus, et les bus, c'est effectivement là où le chauffeur il est en contact direct avec les passagers, où il est susceptible de se faire agresser, etc. etc. Là, aussi, je voulais rajouter quelque chose, c'est que bon, Vincent Day proteste, alors ok, sur le fait qu'une partie de sa commune n'est pas desservie, c'est son rôle de maire, et c'est bien légitime. Après, Vincent Day, quand il parle de stigmatisation ou de choses comme ça, je ne sais pas si c'est pas le même Vincent Day qui explique qu'il faut couper les allocations aux parents des gamins qui sont en difficulté. Moi, voilà. Donc je pense que la stigmatisation dans la bouche de Vincent Day, c'est un peu une énorme blague. Bon, après, sur la sécurité, pour donner raison pour le coup à Bruno Bernard, la sécurité, en l'occurrence, les polices municipales et les nationales. Donc effectivement, oui, non, mais ça aussi, en tant que patron du Citral, on comprend qu'il puisse dire à un moment donné, c'est à la ville et puis c'est à la préfecture. La ville, la droite qui n'arrête pas de lui reprocher les questions de sécurité. Pour le coup, c'est là où je revenais tout à l'heure, le job, ce que peut faire le Citral, c'est-à-dire mettre des caméras dans les bus, dans les métros, ça ils le font, la connexion avec la police, ils le font bien. Mais il pourrait faire aussi une police des transports. Une police des transports, moi, comme je vois... ça n'aurait pas réglé le problème de Rio-la-Pape. Et pour l'instant, et pour le coup... Ça peut apaiser quand même. Non, mais pour le coup, sur la question de sécurité, dans les transports en commun, dans l'agglomération lyonnaise, les résultats jusqu'à présent sont plutôt bons. En tout cas, l'effort est fait. Et là-dessus, on ne peut pas prendre Bruno Bernard à défaut. Grégory Doucet un peu plus, mais lui il a toujours eu un discours là-dessus. Puis un autre élément, c'est qu'effectivement, c'est lui, quelque part, l'employeur. Et bon, un employeur, il a le devoir de faire attention au bien-être et à la santé de ses salariés, quoi. Ouais, sur le dos des autres, mais sur tous les habitants. Mais c'est pas sur le dos des autres. C'est surtout... Excuse-moi, quand il y a un bus qui brûle à Villeurbanne, quand il y a des agressions à Lyon, on ne coupe pas partout. Il ne s'agit pas de couper partout. C'est simplement... Il y a un dialogue avec les syndicats qui fait que les syndicats disent qu'ils veulent faire un retrait. Ça s'appelle un dialogue, ça s'appelle un chantage. C'est pas un chantage, ça s'appelle un rapport de force. Eh bien, ils l'ont gagné alors, les syndicats. Donc à partir de là, ils l'ont gagné sur le dos des populations pauvres. Pas forcément. Il faut penser à ça. Quand il y a une réflexion aussi au niveau des salariés, quand il y a une discussion là-dessus. On parlera quand ça arrivera à Vez et à Valmy, tu n'auras pas le même discours. Si. Oh non, tu n'auras pas le même discours. Mais en tant que syndicaliste, tu sais, je peux comprendre que des salariés puissent se retrouver en discussion, qu'ils puissent se retrouver à demander un certain nombre de garanties. Je peux comprendre qu'un employeur fasse grève. Mais après que ça soit devancé par son employeur, pour moi, c'est quasiment c'est pas forcément devancé. Qu'est-ce que tu en sais? Tu discutais avec les salariés du Citral? Pas forcément. C'est ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Non, il y a eu une discussion entre les salariés du Citral et puis la présidence. C'est un peu normal, effectivement, à ce moment-là, que Bruno Bernard essaye de prendre des mesures pour essayer que le conflit ne s'étende pas trop. Ce qui aurait pu être normal, c'est qu'ils anticipent, parce qu'au final, on se doutait, après une première nuit de violence, puis des événements qui se sont produits dans l'après-midi avec des interpellations. Mais moi, je croyais que Vincent Day, il avait résolu le problème de l'insécurité à Rieux, en fait. Il n'arrête pas d'expliquer qu'il n'y a plus d'insécurité à Rieux, et là, il y en a. Mais ça va se baisser, tu ne peux pas dire le contraire. Moi, Rieux-la-Pape, je l'ai connu, c'était un coupe-gorge. Il n'y a pas de bus, les gens se font caillasser. C'était un coupe-gorge quand c'était tenu par le PS. C'était n'importe quoi, c'était une catastrophe. C'est sûr que ça va bien, il n'y a plus de bus, les chauffeurs se font agresser. Ça arrivait régulièrement à l'époque. Je ne sais pas, pour le moment, il n'y a plus de bus, il y a des trucs comme ça. On ne peut pas dire le contraire. Ah, ça s'est calmé. Vincent Day, je ne suis pas son fan. Excuse-moi, franchement, il me fait un peu... il a des idées. Mais moi, j'ai vu Rieux-la-Pape qui a complètement changé, qui s'est vachement amélioré. Là, tu ne peux pas dire le contraire au niveau de la sécurité. Là, on est en train d'en parler en matière d'insécurité. C'est comme la Duchère, ça s'est vachement amélioré. On ne peut pas dire ça. Le seul qui ne bouge pas, c'est Vénissieux. Je suis en direct, je le vois bien. Allez, et je pense qu'avec davantage de dialogue entre tous les acteurs, on pourrait éviter ce genre de... Après, il peut paraître une réflexion plus légère et plus anecdotique. Non, mais c'est presque un peu de la provocation, mais ça part au départ d'un barbecue sauvage. Tout à fait. Évidemment que ce qui a été fait là-bas est extrêmement grave et il dénonce, mais il y avait quelque chose, on disait aussi quand même, parce que les écologistes sont souvent interpellés sur cette notion du barbecue, et en fait, quand on est à Rieux-la-Pape, quand on habite en ville en appartement, on n'a pas accès à un barbecue. Dans plein de villes comme en Allemagne, souvent il y a des grands parcs où on peut collectivement venir amener sa viande, ses légumes, éventuellement à faire griller. Et ça, c'est des choses qui sont... si on veut que les gens restent en ville, soient en ville, et n'aient pas le rêve toujours de la maison avec jardin à l'extérieur, peut-être penser aussi à ces moments... Il a complètement... À Vénissieux, des barbecues comme il y a eu à Rieux-la-Pape où c'est parti, il y en a peut-être ce soir, là, vous venez, il y en a peut-être 14. 14-15. Et j'ai jamais vu un policier descendre, faire un problème, etc. C'est sûr que ça partira en émeute de la même manière à Vénissieux. Là, si on est d'accord sur l'histoire de Vincent Day, c'est la police municipale qui était intervenue, c'était une erreur.
Il ne faut pas faire ce genre de truc. Si ça déborde sur l'espace public, si ça va trop loin, je peux d'accord. On essaie de restreindre, écouter les jeunes, décalez-vous, etc. Mais après, pour que ça devienne des émeutes derrière, c'est qu'il y a une erreur. Je pense qu'on sera d'accord sur le fait, effectivement, moi je vois pareil, à la Duchère, on a des barbecues régulièrement un peu sauvages. C'est vrai que je ne sais pas pour quelle raison c'est aussi répréhendé en France, cette question-là. Parce que c'est interdit. Oui, mais c'est dommage. Oui, mais c'est interdit, c'est dommage que ce soit interdit. C'est vrai qu'en Allemagne, en Argentine aussi, ça se fait très bien. C'est vrai qu'en Argentine, pour des fêtes de populaires, on a plein, les assados. Il y a le budget participatif en ce moment, je vous invite à proposer qu'on fasse des barbecues en libre service. On termine avec Nathalie Perrin-Gilbert, un nouvel épisode dans la saga qui oppose l'ancienne adjointe de Grégory Doucet aux écologistes. Elle a annoncé cette semaine dans un communiqué se mettre en retrait après des pressions exercées sur les élus de son groupe. Alors en 2020, les écologistes se présentaient comme des chevaliers blancs, des membres de la société civile qui feraient de la politique autrement. 4 ans plus tard, Romain, Grégory Doucet et ses équipes sont-ils devenus des vrais politicards ? Mais pourquoi devenus ? Parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez des gens qui sont élus, par exemple, dans l'équipe à la métropole depuis 1995 ou 2008. Enfin, je sais pas. Là, on parle de la ville de Lyon. Parce que c'est différent. Bruno Bernard, tout le monde est d'accord pour dire qu'il fait de la politique depuis longtemps, en opposition à Grégory Doucet, qui lui découvrait un peu. C'est pas ça, mais même au cabinet, vous avez au cabinet de Grégory Doucet, vous avez plein d'anciens des cabinets de Gérard Collomb ou d'autres cabinets politiques, d'autres d'ailleurs qui étaient souvent au PS avant de basculer chez les Verts lorsque Grégory Doucet est devenu maire. Donc là, toute cette affaire, c'est le cabinet de Grégory Doucet qui pas gère ? forcément. Non, je dis pas ça. Je dis simplement que voilà, c'est pas non plus des gens tout frais chez les Verts. Les Verts, ils sont membres des majorités de gauche depuis 2001. Donc c'est pas un nouveau parti qui est arrivé de nulle part. Au conseil municipal, c'est quand même. Au conseil municipal, est-ce que je sais pas moi déjà. Est-ce que quelle est la réalité de ces pressions ? Je ne les connais pas. Ça, j'en ai pas parlé avec Nathalie Perrin-Gilbert. Est-ce qu'il y a vraiment eu pression ou pas eu pression ? Quelles sont les raisons personnelles de Nathalie ? Moi, j'ai trouvé le communiqué un peu vague, donc c'est quelque chose. J'ai pas réussi à l'avoir au téléphone pour en parler plus avant avec elle. Donc là, pour le coup, on peut faire que des spéculations sur le sujet. Après, on le sait qu'il y avait eu des pressions au printemps. Après que les Verts fassent des pressions sur Alexandre Chevalier, sur Laurent Bossetti, sur Adrien Drioli. On se rappelle de Adrien Drioli. Je ne sais pas s'il y a eu des pressions. Au contraire, il y a eu une promotion plutôt. Mais effectivement, je me rappelle de cette magnifique interview d'Alexandre Chevalier où il avait l'air un petit peu mal à l'aise. Il l'avait interviewé il y a quelques temps. Il était un peu ennuyé parce qu'il fallait ménager la chèvre et le chou et c'était pas un exercice facile pour lui. Que les Verts fassent de la politique, c'est pas nouveau. C'est un parti politique, c'est un parti avec un certain nombre de choses. De nos Verts à nous, les Verts lyonnais. Ah, mais non, mais enfin, je veux dire croire que c'est parce que ils sont tout neufs, ils n'ont pas eu une vie auparavant dans un certain nombre de cas. Vendu, hein. Oui, enfin non, mais alors moi déjà, il faut savoir quelle est la nature réelle de ces pressions, Certes. parce que alors là, pour le coup, c'est tout à fait possible que ce soit léger, que ce soit pas j'en sais rien, moi. Encore une fois, on peut faire que de la spéculation là autour, si on n'a pas eu Nathalie, ou si on n'a pas eu un certain nombre d'interlocuteurs autour de cette question. Après, je sais pas, ce retrait de Nathalie, est-ce que ça veut dire peut-être aussi des problèmes personnels ? Ça, on peut jamais savoir ça dans la vie de quelqu'un. Donc là, j'aurais bien du mal à répondre. Raphaël. Ouais, en fait, en politique, classiquement, quand il y a la majorité sortante, on n'a pas tellement envie que la campagne des municipales commence trop tôt. Nathalie Perrin-Gilbert, d'ailleurs, ne voulait pas la commencer, mais enfin, elle commençait déjà à se distinguer au sein de l'exécutif. Exactement. Et à un moment donné, il faut choisir si on va incarner le bilan sortant ou on va être la critique de ce bilan et proposer une alternative. Et c'est vrai que pour son groupe, c'est quand même un entre-deux qui est un petit peu compliqué. Alors, je sais pas de quelle pression on parle. C'est Nathalie Perrin-Gilbert qui dénonce des pressions. Je ne sais pas s'il y en a eu. Mais j'imagine que ces prises de position assez critiques avec Grégory Doucet, que ce soit au conseil municipal ou que ce soit dans les médias, comme elle est venue ici sur notre plateau aussi, ça retombe un peu sur le dos des adjoints qui se disent proches d'elle, à qui on demande, en fait, vous êtes dans la majorité ou vous êtes dans l'opposition ? Parce que quand on est adjoint, il y a toujours un moment donné, on a des dossiers un peu compliqués à défendre, et on veut savoir si tous les autres adjoints sont derrière ou si, au final, on va se faire critiquer dans sa propre majorité. Donc c'est assez classique, on va dire, on est quand même maintenant plus qu'à un an et demi d'une municipale. Un an et demi, c'est encore loin. Mais ça arrive vite. C'est encore loin, mais effectivement, ça va vite. On parlait tout à l'heure des assises des commerces. Ils vont présenter au printemps prochain
leur projet pour les commerces de la presqu'île, printemps prochain, tout le monde aura compris qu'il y aura moins d'1 an et qu'ils ne vont pas révolutionner le commerce en 1 an. Donc ce sera déjà en fait un programme pour le mandat prochain sur le commerce. Et en fait, sur le fond, la campagne elle a déjà commencé et Grégory Doucet veut clarifier de savoir si Nathalie Perrin-Gilbert sera avec lui ou contre lui. Oui, mais on se dirige quand même vers une campagne qui sera beaucoup plus oui, mais tu vois, habituellement, et politicienne qu'en 2020. Signe qu'ils ont changé. En 2020, ils étaient séparés. Hein, oui, mais en 2020, en 2020, ils étaient séparés. Il y avait quand même ils ont fait l'élection avec des fleurs. Non, c'était pas qu'avec des fleurs. Il y avait aussi des côtés un peu fourbes à des moments. Il faut voir qu'il y a quand même plusieurs adjoints. Il y a plusieurs. Non, mais il faut voir. C'était une élection particulière. Faut voir qu'il y a plusieurs adjoints de la majorité de Grégory Doucet qui sont chez les Verts, qui ont été retournés en cours de campagne. Il y avait des gens qui étaient chez Nathalie Perrin-Gilbert, qui étaient à LFI, l'adjointe au sport, par exemple. Elle a commencé la campagne à LFI. Effectivement, elle était dans la campagne de Nathalie Perrin-Gilbert. En cours de campagne, les Verts sont partis la chercher et elle s'est retrouvée sur la liste des Verts. Et c'est le cas d'autres élus. Donc, ils faisaient déjà de la politique politicienne. Ils allaient déjà voir les gens des autres partis pour les retourner ou pour balancer un certain nombre de choses, de saloperies sur les uns sur les autres. En 2020, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Farid ? Il n'y a personne qui fait plier Nathalie Perrin-Gilbert. Elle a un peu plié, là. Elle a rien plié du tout. Elle n'a pas reculé. Elle prend de l'élan. Moi, franchement, je voudrais pas être Grégory Doucet. C'est dire, moi, je vois tout à fait ce qu'elle fait. Oh là, elle a tenu 2 mandats de Gérard Collomb. Et Gérard Collomb, plus que ça. Dans l'opposition. C'est un niveau. Ah, dans l'opposition, parce que sinon elle est élue depuis 95. Oui, mais c'est un niveau quand même. Gérard Collomb, c'est un niveau un peu plus élevé que Grégory Doucet, au niveau puissance, etc. Et elle a jamais reculé. Donc c'est pas pour reculer aujourd'hui. Là, aujourd'hui, elle a protégé un petit peu ses équipes pour pas qu'ils se retrouvent dans des mauvaises conditions pendant l'année qui arrive, etc. Mais c'est pas pour autant qu'elle va pas sortir du bois violemment quand elle devra sortir. Et là, il y aura plus rien qui va la tenir. Ça fait penser un peu à mon cas sur Vénissieux. On avait un groupe un peu d'opposition. Et moi, je suis un petit peu virulent. Non, mais vaguement. J'ai une forme de virulence qui peut arriver. J'ai préféré quitter le groupe de Lotfi Ben Khalifa, de Sandrine Picot et les gens de gauche, etc., pour pas les mettre en porte-à-faux avec moi, pour pas qu'ils se retrouvent à porter mes paroles qui peuvent parfois, mais plutôt rarement, être un peu haut. Donc voilà, ça n'est pas pour autant que je reculais. C'est-à-dire, je prends un peu d'élan. C'est pas la même chose. NPG Farid, même combat. Oui, c'est ça, c'est drôle. Je l'adore, cette femme. Enfin, je sais pas politiquement ce qu'elle vaut, hein. Mais humainement, la manière dont elle se présente, les combats qu'elle peut mener, la force qu'elle a, elle me demande, je vais les coller des affiches. Destruction de Vénissieux, je m'en fous, Nathalie Perrin. Vas-y, je colle pour toi. Je la connais pas, mais j'aime bien le personnage. Elle a eu un vrai courage politique à des moments, effectivement, dans des conseils municipaux, incarner une opposition. Mais à des moments où elle savait un peu qui était derrière elle aussi. À un moment, elle était assez seule, puis elle a constitué ses groupes. Là, en fait, son vrai problème, c'est que ils attendent à gauche une recomposition. Ils se demandent ce qui va se passer entre LFI, est-ce qu'il y aura une nouvelle force de gauche qui va... Donc là, est-ce qu'elle va partir avec David Kimmelfeld, avec Hélène Geoffroy, avec un peu une reconstitution du PS comme ça? Est-ce que ça va plutôt être... C'est un peu des discussions qu'elle a en ce moment, effectivement. Tant que c'est pas clair, les gens savent pas trop s'ils vont être avec elle ou pas avec elle. C'est ça, et comme en plus elle a des discussions, mais en fait pour le moment il n'y a pas encore de clarification définitive, je suis d'accord avec toi, il y a aussi cette dimension-là. Moi je trouve que la France Insoumise fait une énorme bêtise en ne la prenant pas avec elle et vraiment en ne la mettant pas quasiment tête de liste. Et je trouve qu'ils sont vachement mais critiques. Ils l'ont déjà fait. Non, mais ils sont vachement critiques avec elle. C'est-à-dire, moi, je sais, pour avoir écrit quelque chose sur Twitter, j'ai eu une discussion que... C'est ça, j'adore trop Twitter, les politiques lyonnais. Le mec ne voulait plus me lâcher, un vice-président France Insoumise, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Discussion, mais ils ne peuvent pas la piffrer. Je lui dis, parce qu'ils l'ont eu en tête de liste à Lyon la dernière fois, c'est pour ça. Ouais, ça s'est peut-être pas très bien passé. J'étais pas présent, donc je peux pas dire. C'est aussi la difficulté de Nathalie, c'est quelqu'un qui a d'énormes qualités, un grand courage et qui a été une très bonne élue à la culture, mais c'est quelqu'un aussi qui très souvent se fâche avec les collectifs avec lesquels elle travaille. En tout cas, je pense qu'on reparlera d'elle, évidemment, dans les prochains mois. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se dit à la semaine prochaine.